Bonjour tout le monde. Nous avons deux étudiants avec nous ce midi qui vont nous faire une présentation tour à tour et ensuite ce sera la période de questions à la toute fin. Donc, je vous présente sans plus tarder Mathieu, pardon, excusez-moi, je me reprends, je suis toujours excitée d'avoir des étudiants avec nous. Alors, Mathieu Vincenot. Après une licence de psychologie à l'Université de Lyon, Mathieu a poursuivi son parcours universitaire jusqu'à l'obtention d'un Master 2, recherche en neuropsychologie et neurosciences cliniques, durant lequel il s'est intéressé à la modulation des capacités mnésiques lors d'une stimulation douloureuse. Par la suite, c'est en clinique qu'il a forgé sa première expérience professionnelle en développant une expertise sur la fragilité des aînés et auprès des patients atteints de pathologies neurodégénératives en tant que neuropsychologue, diplôme français. Ayant rejoint le laboratoire du professeur Guillaume Léonard depuis le début de l'année 2019, ses recherches se centrent sur les marqueurs psychophysiologiques des mécanismes endogènes de la douleur et de leurs implications dans les douleurs chroniques. Il nous présentera donc la douleur, une question d'équilibre, voyage au cœur du système nerveux. Bienvenue, Mathieu. Ensuite, nous aurons Maureen Hayati, étudiante à la maîtrise en recherche en sciences de la santé. Après une licence en biologie humaine et technologie de la santé à l'Institut de l'ingénierie de la santé à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens, en France, Maureen a poursuivi son cursus universitaire avec un Master 2 en neurosciences neurobiologie à l'Université de Grenoble-Alpes en France, où elle a commencé à développer un intérêt pour les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à diverses pathologies telles que l'accident vasculaire, les maladies neurodégénératives. Ayant rejoint le laboratoire du professeur Guillaume Léonard depuis septembre 2021, elle fait une maîtrise en recherche en sciences de la santé sur l'accident vasculaire cérébral, bien connu sous l'AVC, la douleur et ses traitements. Ses recherches se centrent sur l'évaluation de la faisabilité de stimuler le cerveau des personnes ayant subi un AVC à l'aide d'une nouvelle approche de stimulation cérébrale, la neurostimulation non invasive des nerfs crâniens. Elle nous présentera donc la prise en charge de la douleur chronique chez les personnes atteintes d'AVC. Donc, sans plus tarder, je vois que tout le monde est bien habitué, tout le monde a fermé ses micros. Donc, je vous donne la parole, messieurs, dames. Bonne présentation. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation. Donc, on va y aller avec la mienne, qui va durer à peu près, je dirais, une trentaine de minutes. Fait que pour ne pas dépasser, je vais démarrer mon chronomètre. On y va. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un voyage ensemble au cœur du système nerveux pour nous permettre de découvrir un petit peu les mécanismes de régulation de la douleur. Parce que oui, en fait, notre système nerveux, il a la capacité de modifier la perception et la transmission de l'information douloureuse à travers notre corps. Donc, l'objectif de ce voyage, il est aussi de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent et en quoi ils se révèlent être un atout important dans la prise en charge, particulièrement la prise en charge médicamenteuse dans le cas de patients souffrant de douleurs chroniques. Alors, vous verrez qu'on va aborder des notions qui peuvent vous paraître un petit peu complexes sur la physiologie, par exemple, mais j'ai travaillé assez fort dessus là, pour rendre ça sexy et convivial entre nous. Hop, donc, s'il y a un premier chiffre sur lequel j'aimerais attirer votre attention maintenant, c'est le numéro 4. Alors, j'imagine que vous vous demandez évidemment à quoi il correspond. En fait, 4, c'est le nombre moyen de médicaments que les patients, en général, essaient tentent, en tout cas, avant d'avoir une esquisse de soulagement de la douleur. Alors évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est souvent quand on discute avec les professionnels de santé ce qu'il en ressort. Et quand on parle de diminution de douleur, on va parler de 20 à 30 de soulagement de manière assez générale. Alors ça, c'est le premier problème qu'il faut soulever, c'est que finalement, les médicaments, ça ne semble pas être aussi fonctionnel que ça. Et c'est d'autant plus problématique
que cela entraîne l'apparition d'un cercle vicieux en fait, de la douleur, dans le sens où les patients souffrent de douleur, puis parfait. Cette douleur, elle va avoir un impact sur la qualité de vie, elle va avoir un impact sur la sphère psychologique, également sur la sphère sociale. Là, on va leur proposer un médicament. Avec un peu de chance, il va y avoir une diminution significative de la douleur, mais dans la plupart des cas, comme je l'ai dit juste avant, on va avoir un faible effet. Et puis, ce faible effet va entraîner tout un tas de mécanismes psychologiques qui vont ne faire que finalement réaugmenter la douleur. Et puis, c'est ce cercle vicieux qui va s'installer progressivement. Le deuxième chiffre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le 70. 70, en fait, c'est la proportion de patients qui ne sont pas suffisamment soulagés par leur traitement médicamenteux actuel. C'est quand même absolument énorme. Donc, si je résume un peu cette brève introduction, dans le fond, on essaie beaucoup de médicaments, puis ils sont peu efficaces. Donc, vous allez me dire, ben, c'est bien sympa de nous dire ça, Mathieu. On le sait déjà pour le vivre quotidiennement. Mais là où c'est paradoxal, en fait, c'est que le médicament, ça reste la première ligne de défense contre les douleurs. Alors, la question finalement, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on continue de donner des médicaments? Alors, ben, il ne faut pas non plus négliger les 30% des patients chez qui les médicaments restent fonctionnels et efficaces, évidemment, malgré cette grande proportion chez qui ça ne fonctionne pas vraiment. Mais en fait, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça fonctionne chez un, puis pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas chez l'autre? Et la réponse à cette question, elle est relativement simple, en fait. C'est parce que tout le monde n'a pas mal pareil. Puis là, je ne vous parle pas de ceux qui ont, l'image le montre un petit peu, là, ceux qui ont mal aux genoux, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ont mal à la tête, etc. Mais je vous parle plus des différences qu'on a en tant qu'individu. Pour que le médicament fonctionne, c'est comme n'importe quel traitement. Il faut donner le bon médicament à la bonne personne. Hein. C'est un peu comme quand on fait le parallèle avec les antibiotiques, par exemple, qui ne sont pas forcément toujours efficaces. Donc, comment le savoir? Eh bien, c'est pour ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui au fonctionnement même de la douleur. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Je vais passer assez rapidement parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà par le biais d'autres présentations puis de votre expérience personnelle. Mais dans le fond, la douleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une expérience qui est à peu près universelle, qui est à la fois sensorielle et émotionnelle. On peut avoir une douleur au cœur physique, puis une douleur au cœur moral aussi, si par exemple notre petit ami est parti ou on a perdu un être cher, par exemple. Elle est liée à des lésions réelles ou potentielles. Ça veut dire que la douleur, elle peut être générée par une vraie blessure, mais elle peut aussi être générée sans forcément de blessure apparente. La douleur, c'est un système avant tout d'alarme, en fait. Il est là pour alerter notre corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est en danger. C'est un phénomène extrêmement complexe qui fait appel à beaucoup de réseaux neuronaux et il a surtout un rôle adaptatif et d'apprentissage. Hein. C'est parce que notre enfant s'est brûlé en mettant la main sur le four qu'il ne va pas y retourner parce qu'il a compris que c'était dangereux. Donc, il y a vraiment ce rôle adaptatif qui est important. C'est donc quelque chose d'assez essentiel, en fait. Hein. Malgré le côté négatif, ça reste essentiel pour le corps. C'est une expérience, comme je le disais, qui est universelle. Alors, on va un petit peu parler des animaux, par exemple. Hein. Les animaux ne peuvent peut-être pas concevoir la douleur telle que nous, on le conçoit, mais en tout cas, ils ont ce qu'on appelle des comportements d'activité nociceptive. Hein. Un animal s'est fait mal à la patte, il va boiter, il va limiter ses activités. Et ça va aussi conditionner leur comportement futur. Hein, c'est parce qu'il s'est pris une décharge sur la clôture que la vache ne va pas y retourner. Hein. Mais c'est aussi quelque chose de très essentiel. On a chacun notre perception de la douleur, qu'à la fois universelle mais personnelle. Évidemment, pour une même stimulation, on ne va pas avoir aussi la même douleur. Hein. C'est ce qui rend aussi l'évaluation de la douleur assez complexe. Au niveau de la douleur chronique, en fait, on va malheureusement perdre ce système d'alarme, hein, puisque c'est une douleur qui va perdurer dans le temps alors qu'elle n'a pas raison de perdurer puisque les patients savent qu'ils ont mal. Hein. Donc, il y a 3 grands éléments généraux qu'on utilise pour définir la douleur chronique. C'est la persistance dans le temps, premièrement. Ensuite, ça va être l'incidence sur la qualité de vie et puis une altération du fonctionnement fonctionnel et social. Pardon. On ne peut pas négliger que, par exemple, la douleur chronique, hein, c'est la principale cause d'invalidité dans le monde.
C'est une problématique de santé publique au Canada, mais aussi dans d'autres pays industrialisés, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Au Canada, c'est environ 18% de la population qui souffre de douleurs chroniques. Au Québec, un tout petit peu moins, mais ça, c'est des données qui datent de 2011, alors probablement qu'il y a eu une mise à jour dernièrement. Mais en tout cas, c'est quand même assez élevé, un coût qui est absolument exorbitant pour le système de santé. Les études sont assez unanimes sur le fait que les douleurs chroniques affectent davantage les femmes et les personnes âgées. Donc, au Québec, je vous disais, c'était environ 15% de la population. Et ça fait en sorte que c'est extrêmement pertinent de s'intéresser à la problématique de la douleur chronique maintenant. On le sait que le Québec est rentré dans une phase de vieillissement très actif de sa population. Et donc, forcément, vu que les personnes âgées sont plus touchées, on risque d'observer dans les prochaines années une augmentation assez significative des douleurs chroniques. Alors, passons aux choses sérieuses. On va essayer de s'intéresser un peu plus aux mécanismes de la douleur à partir de maintenant. Alors, on va y aller avec ce portrait. Si vous ne le connaissez pas, c'est René Descartes. C'est un philosophe, mathématicien, physicien. À l'époque, on pouvait faire beaucoup de métiers en même temps, français. Et en fait, lui, s'est beaucoup intéressé à la douleur. Et René Descartes a beaucoup illustré la douleur sous forme de la transmission de signal très unilatéral, en fait, hein, qui part d'un point A et qui va à un point B. Alors, on sait aujourd'hui que c'est un peu plus complexe que ça, en fait. À l'époque, puis quand je dis à l'époque, hein, René Descartes, c'est le XVIIe siècle. On est au tout début des études neurophysiologiques parce qu'avant, on n'avait pas le droit d'ouvrir les corps pour une question religieuse. Donc, ça restait assez complexe d'étudier ces phénomènes-là. Mais lui, il partait vraiment sur, comme l'image que vous voyez en bas à gauche, là, quelqu'un qui se brûle, hop, puis là, il y a une information qui remonte jusqu'au cerveau. Donc, il y avait un système de cordes, de poulies, de cloches qui venaient activer des messages. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Mais moi, j'ai toujours souligné le travail de Descartes, hein. On est au XVIIe siècle, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Aujourd'hui, on sait que la douleur, ça représente plus cette entrée d'autoroute là qui va un peu dans tous les sens, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça. La façon dont ça se passe, dans le fond, vous allez avoir une stimulation douloureuse, comme vous voyez sur l'image, par exemple. Et puis là, il va y avoir une première étape qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire finalement une stimulation physique qui va se transformer en une stimulation électrochimique pour qu'elle puisse passer à travers notre corps. Cette information, elle va remonter par le biais de nerfs jusqu'au niveau de la moelle épinière. Son rôle, ça va être en fait de transférer ensuite l'information jusqu'au cerveau pour qu'elle soit traitée et finalement vraiment interprétée comme étant un signal douloureux. C'est vraiment lorsque l'information arrive au cerveau qu'on peut parler de douleur. Mais on va voir que cette information de douleur, en fait, elle va être modulée, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois être augmentée et diminuée par nul autre que notre propre système nerveux. Et donc, effectivement, notre système nerveux a pour capacité d'augmenter la sensation de douleur tout seul. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, on va parler de mécanismes excitateurs de la douleur, tout simplement parce qu'il va avoir tendance à favoriser la transmission de la douleur sur les neurones. Et ça va se ressentir, ça va se transférer par une perception accrue de l'intensité de la douleur. Donc, par exemple, lorsqu'on a une blessure ou quelque chose qui va créer de la douleur qui perdure dans le temps, notre système nerveux va avoir tendance à vouloir rendre plus douloureuse la sensation pour vraiment faire en sorte que notre corps, que notre système attentionnel soit pleinement et entièrement dirigé au niveau de la sensation douloureuse pour trouver une solution, parce qu'il sait que ça peut être dommageable pour notre corps. Donc, c'est comme si notre système nerveux, il essayait en fait de nous dire hey, « réveille-toi, réveille-toi, il y a quelque chose qui n'est pas correct pour toi et il faut intervenir ». Alors, ce phénomène, il est considéré comme assez naturel et je suis à peu près sûr que vous l'avez tous vécu. Par exemple, ce matin, quand vous avez pris votre tasse de café à la sortie du micro-ondes, le temps que vous ayez sur votre canapé ou votre table, ben, vous avez l'impression que la tasse, elle devient de plus en plus chaude, c'est de plus en plus douloureux. Mais la température de votre tasse, elle n'a pas changé, elle est restée la même. Donc, pour une même stimulation, notre cerveau va essayer d'augmenter notre perception de douleur. Alors, d'un point de vue physiologique, en fait, il n'y a pas vraiment de lieu, si ce n'est la colonne vertébrale. En fait, ça va se produire à plusieurs niveaux au niveau de notre colonne vertébrale, en fonction du lieu de stimulation, évidemment.
Donc, je vous ai dit que la douleur, elle pouvait être à la fois modulée, elle peut être modulée, donc soit augmentée, soit diminuée. Et en fait, on va effectivement, notre corps possède aussi la capacité de réduire la stimulation douloureuse. Ça, on le connaît depuis des milliers d'années. En fait, même les Égyptiens utilisaient ces techniques-là. En tout cas, même s'ils ne maîtrisaient pas les fondements physiologiques, c'était déjà connu quand même en Égypte antique, par exemple, et même chez les Grecs. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, vous vous souvenez de ce petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure? En fait, il n'était pas vraiment complet puisque on a toujours, on va avoir cette transmission, donc du 1 vers le 2, du 2 vers le 3, mais au niveau du passage vers le tronc cérébral, qui est une partie en fait qui va faire le pont entre notre cerveau et notre moelle épinière, eh bien, on va avoir des mécanismes qu'on a d'inhibition de la douleur, automatiquement s'activer lorsqu'il y a une stimulation relativement intense. Et donc, cette information-là va venir activer des molécules qui vont venir bloquer la transmission de l'information douloureuse. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, puis je vais vous montrer une étude qui a été faite chez l'animal qui va relativement vous éclaircir là-dessus. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un rat. Alors, quand je dis on, ce n'est pas moi qui l'a fait, hein, ce sont des collègues. Ils ont pris un rat et puis ils sont venus avec une petite chirurgie implanter des électrodes en fait, au niveau de la moelle épinière pour pouvoir enregistrer la transmission de l'information douloureuse. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des chocs électriques à la souris et donc ils ont pu enregistrer la réponse, la réponse douloureuse de la souris. Puis, ce qu'on observe, c'est ça. Donc, vous avez ici la stimulation qui est faite et puis tous les petits points ici, en fait, ce sont des réponses des neurones. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a voulu activer ces mécanismes bloquants de la douleur. Et donc, pour ça, en fait, on va créer une douleur qui est très intense. Et chez l'animal, comme chez l'humain d'ailleurs, on va immerger, alors, bon, chez l'animal, on va immerger le bout de sa queue. Chez l'homme, on va immerger le bras dans un bain d'eau chaude ou dans un bain d'eau glacée. Dans le cas de cette étude, c'était un bain d'eau chaude. Et ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque l'on va immerger la queue du rat dans l'eau, eh bien, la réponse de la douleur s'arrête quasiment instantanément et complètement. Et puis, quelques secondes après, on va venir retirer la queue du rat du bain d'eau et vous allez voir que de nouveau, les stimulations douloureuses apparaissent. Donc ça montre à quel point notre système, de manière complètement naturelle, parce qu'on n'a pas donné de médicaments ni rien du tout à ce rat, eh bien en fait, il a été capable de stopper la transmission de l'information douloureuse. Alors, vous allez me dire, c'est super intéressant, merci de nous dire ça, Mathieu, mais c'est quoi le rapport avec ma douleur? C'est quoi le rapport avec ce que je vis? Parce que là, on parle de rat, on parle de mécanismes, mais quoi ça nous sert de savoir tout ça? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la douleur, eh bien, c'est tout simplement une question d'équilibre entre, d'un côté, les mécanismes qui accentuent l'intensité de la douleur, comme je vous l'ai expliqué, hein, pour la rendre plus forte, pour nous dire à quel point nous sommes en danger. Donc là, on va parler des mécanismes de sensibilisation, de facilitation, d'augmentation de douleur. Et de l'autre, des mécanismes qui vont avoir tendance à arrêter un petit peu la transmission de la douleur. Donc là, pour faire l'analogie, j'ai pris une flamme pour les mécanismes qui accentuent, puis une goutte d'eau pour les mécanismes qui diminuent la douleur. Donc, ça, c'est une question d'équilibre. Mais cet équilibre, il est très fragile, il est très précaire. Et on sait, par exemple, que dans le cas des douleurs chroniques, cet équilibre, il est mis en branle. Parfois, il y a beaucoup trop de mécanismes excitateurs et parfois, il y a trop peu de mécanismes qui bloquent la douleur. Un petit peu comme je le montre dans cette image ici. Donc, on a en haut une personne qui se porte bien, qui a beaucoup de mécanismes qui bloquent la douleur et très peu de mécanismes qui surexcitent. Et à l'inverse, quelqu'un qui a des douleurs chroniques qui a le profil inverse. Ce profil, on l'appelle le profil de modulation de la douleur. Et ce profil, il n'est pas propre à chaque pathologie. Par exemple, tous les lombalgies chroniques ne vont pas avoir un profil particulier, tous les fibromyalgiques ne vont pas avoir un profil particulier. Ce qu'on a remarqué dans les études scientifiques, c'est qu'il est propre à chaque individu. Et ça, c'est super intéressant pour nous parce que ça laisse suggérer que si on propose un médicament qui va venir cibler et rééquilibrer la balance en fonction de chaque profil, eh bien, théoriquement, on pourrait être plus à même de répondre aux besoins. Hop, j'ai oublié de passer ici. Voilà, parfait.
Donc, finalement, la question reste toujours la même, hein. Qu'est-ce que ça fait cliniquement pour moi? Eh bien, en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prédire, en gros, la réussite au traitement, puisque ce profil de modulation, il est prédicteur. Alors, évidemment, on ne va pas utiliser des cartes de tarot ou une boule de cristal. On va faire ça de manière un peu plus rigoureuse, même complètement plus rigoureuse en sciences. Pour vous illustrer, j'ai préparé le petit schéma ici. Prenez par exemple Denis. Denis, il a des douleurs lombaires depuis 40 ans. Non, pardon, il a 40 ans, puis il a des douleurs lombaires depuis 10 ans. Puis son profil de modulation de la douleur, eh bien, c'est qu'il a un phénomène de sensibilisation, d'augmentation qui est beaucoup trop fort. Et Denis, si on lui donne un médicament qui va avoir pour objectif de diminuer l'hyperexstabilité de son système nerveux, de le calmer un petit peu, eh bien, on va probablement réussir à rééquilibrer la balance et réduire convenablement ses douleurs. À l'inverse, prenez Pierre, qui lui, pareil, a 40 ans, puis qui souffre de lombalgie chronique depuis 10 ans. Eh bien, lui, ce sont ces mécanismes inhibiteurs de la douleur qui ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas assez forts. Eh bien, si on va lui donner un médicament qui va avoir tendance à booster ces mécanismes d'inhibition de douleur, eh bien, on va probablement être en mesure de rééquilibrer une nouvelle fois sa problématique, son profil de modulation, et probablement avoir un impact plus significatif sur ces douleurs. Alors, c'est sûr que ça, c'est une hypothèse. Il y a déjà eu beaucoup de littérature sur le sujet. Le projet spécifique de mon doctorat, c'est de travailler là-dessus. Parce qu'en voyant ça, vous vous dites probablement, ben là, c'est super, Mathieu, là, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne me propose pas ça? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la technique, elle existe, mais elle n'est absolument pas optimisée pour la clinique. Hein, on sait qu'avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est compliqué. On sait qu'en temps, on ne peut pas passer 2 heures avec le médecin parce que, en fait, la procédure qui permet d'essayer de mesurer ces mécanismes et pour les adapter aux médicaments, elle est très longue, hein. Il faut compter environ 2 heures, voire 2 heures et demie de tests. Donc, on s'entend qu'avec notre médecin de famille, c'est un peu impossible. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisque, ben, en fait, elle est utilisable uniquement en recherche, puisque ça prend beaucoup de temps. Ça demande quand même des moyens assez considérables pour pouvoir la mettre en place. Donc ça fait en sorte que finalement, les chercheurs, nous, on est super contents parce qu'on a une méthode qui est utilisable puis qui fonctionne assez bien. Mais malheureusement, les médecins restent encore dénoués, en fait, avec cette procédure qui est trop longue, trop coûteuse pour être mise en place dans une procédure clinique classique. Donc, mon projet de doc, en fait, il vise à simplifier cette méthode de mesure, à trouver, en fait, des biomarqueurs de ces mécanismes de modulation de la douleur pour faire en sorte, par exemple, que vous auriez simplement à faire une prise de sang qui est facilement réalisable dans un contexte médical. Et avec cette prise de sang, on serait capable de savoir quel est votre profil de modulation de la douleur. Et à partir de là, vous proposez des alternatives de traitement plus optimisées, en tout cas, que ce qui est fait à l'heure actuelle avec les moyens qu'on possède pour vous donner les médicaments. Donc, j'en ai fini de ma présentation. Je suis passé assez vite sur la fin parce que c'est quand même assez technique après pour mesurer. Puis, je pense qu'il m'aurait fallu probablement 1 heure de plus pour vous présenter tout ça. Mais évidemment, pendant la période de questions, là, je serais très ouvert à vous expliquer un petit peu plus comment est-ce que dans mon projet de doc, par exemple, on essaye de définir, de simplifier cette méthode de mesure exacte. Donc, merci de m'avoir écouté. Le projet de doc qui est vraiment très important, il a été subventionné par plusieurs organismes. Fait que, je tiens également à les remercier. Puis vous trouverez aussi les crédits pour les images sur la fin de la diapo. Fait que j'en ai fini pour moi. Je vais laisser la parole dans quelques secondes à ma collègue, ma brillante collègue Maureen, qui va pouvoir vous parler aussi de son projet de recherche qui est vraiment très, très excitant. Moi, je le trouve vraiment cool. Fait que j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment très intéressant. On a également des commentaires là, pendant que Maureen se prépare. C'est unanime. Nous avons tous trouvé que c'était très, très bien présenté et très intéressant. Merci. Merci bien, merci bien. Alors, on va arrêter ça.
Alors, je vais couper le partage, puis je vais donner, peut-être que Sylvie, il faudrait que vous donniez la main à Maureen pour qu'elle partage son écran. Parfait. Je vais rentrer dans Parfait. le... Je sais pas si je peux rentrer dans le truc. Si, je sais pas. c'est bon. Allô? OK. Maureen, je te donne l'accès. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais m'essayer. Partager. Je pense que c'est écran 2. Super. Oui, écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer d'être, comment dire, aussi claire que mon collègue Mathieu. Donc, moi, je m'appelle Maureen. Je travaille principalement avec les personnes qui ont eu un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Donc, je vais d'abord vous parler un peu rapidement de l'accident vasculaire cérébral, ce que c'est. Et ensuite, je vais m'en aller sur la douleur, donc après un accident vasculaire cérébral. Et donc, les traitements qui sont abordés, qui sont utilisés dans le cas de la douleur post-AVC. Et par la suite, parler de mon projet. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral? En fait, il y a la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC qui a défini en fait cette pathologie comme en fait un flux sanguin qui ne vient plus irriguer le cerveau, notre cerveau ou une partie de notre cerveau correctement. Donc, il y a un obstacle qui est rencontré et en fait, les dommages qui suivent l'AVC dépendent donc de la partie qui a été touchée et de l'étendue de la zone qui a été touchée. Donc, il y a deux types d'AVC qu'on rencontre. L'AVC ischémique, donc en fait, c'est un caillot qui vient bloquer un vaisseau. Donc, ça représente à peu près 80% de l'AVC qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et l'AVC hémorragique qui correspond en fait à une rupture du cerveau. Donc, les vaisseaux éclatent. Donc, ça représente à peu près 20% des AVC qui sont rencontrés. Et en fait, suite à ces AVC, en fait, les patients en fait, se retrouvent à avoir des complications, des atteintes. Et notamment, les deux principales atteintes qu'on peut avoir sont la faiblesse musculaire, donc du côté qui a été touché, et bien sûr, les douleurs. Donc, les douleurs après un AVC, en fait, c'est des plaintes qui sont fréquemment rencontrées chez les patients. Donc, c'est le premier motif de consultation post-AVC. Et souvent, cette douleur-là devient chronique. Donc, au lieu de s'estomper au bout de quelques mois, en fait, elle perdure. Et en fait, dans l'AVC, on rencontre en fait trois types de douleurs chroniques. Donc, les douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques et les douleurs centralisées. Vous allez me dire, c'est un peu des noms compliqués. Ne vous inquiétez pas, on va faire simple dans la diapo qui suit.
Donc, en fait, la douleur nociceptive, en fait, elle correspond à quoi? Elle correspond, en fait, à des douleurs au niveau des nerfs périphériques. Donc, c'est-à-dire que les récepteurs qui captent, en fait, la douleur, en fait, elles sont situées donc, à l'extrémité de nos fibres nerveuses et donc elles sont activées et sont provoquées par une inflammation, des dommages mécaniques au niveau de ces tissus. Donc, on a l'exemple de l'arthrose, par exemple. Le deuxième type, c'est la douleur neuropathique. Donc là, cette douleur, en fait, elle est due à une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux périphérique, donc c'est-à-dire tous les nerfs qui partent de la moelle épinière ou du cerveau et qui va dans toutes les parties de notre corps. Ou alors un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central, donc au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Donc, c'est dans ce type de douleur-là qu'on rencontre en fait les douleurs qu'on a après l'AVC. Et le troisième type, c'est la douleur centralisée ou douleur nociplastique. Et en fait, c'est une perturbation qui vient suite en fait au traitement de la douleur par notre système nerveux. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter de manière normale la douleur, on a mal, ça s'arrête. On a les mécanismes de modulation, comme mon collègue l'a dit, qui viennent tout mettre en place pour rééquilibrer en fait la douleur. Ce traitement-là n'est plus fait adéquatement. Donc, dans le cadre de l'AVC, donc les douleurs post-AVC, en fait, plusieurs études ont rapporté en fait que la fréquence de ces douleurs-là variait entre 14 et 43%. Et en fait, ça représente à peu près un tiers des personnes qui rapportent des douleurs modérées à sévères dans les premiers mois. Pourquoi je m'intéresse aux douleurs post-AVC? Parce que c'est un problème encore qui est médicalement mal connu, du fait que c'est compliqué pour les personnes de décrire en fait facilement aux médecins ce qu'ils ressentent. Parfois, quand on dit qu'on a mal, mais qu'on n'arrive pas à soulager la douleur de manière médicamenteuse, le médecin n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi. Donc, du coup, par la suite, il a du mal à analyser et donc à prescrire ou à traiter la douleur chez ses patients. Et troisième point, c'est que les douleurs post-AVC sont souvent masquées par d'autres symptômes qui ne sont pas on appelle des symptômes non moteurs de l'AVC. Donc, tout ce qui est fatigue, anxiété, dépression. Donc, souvent, ça vient en fait, comment dire, difficilement permettre d'évaluer en fait la douleur du patient. Et en fait, il existe des facteurs de risque qui sont liés à l'apparition de la douleur post-AVC et il y en a deux qu'on qualifie de facteurs non modifiables. Donc, c'est l'âge et le sexe. Comme mon collègue l'a dit, les femmes sont plus sujettes à avoir de la douleur chronique que les hommes. Il y a également différentes conditions avant l'AVC, comme la dépression, l'abus d'alcool, le diabète ou des maladies des artères qui aussi sont connues pour influer l'AVC. Par la suite, il y a aussi il y a une augmentation du risque de la douleur post-AVC en fonction du mécanisme de l'AVC, donc c'est-à-dire quel type d'AVC on a, donc AVC ischémique ou AVC hémorragique, donc, et aussi en fonction du site où il y a eu l'AVC. Donc, si c'est au niveau du tronc cérébral, au niveau du thalamus, au niveau du cortex, de la zone pariétale, et aussi des caractéristiques cliniques, donc c'est-à-dire ce qui découle après d'un AVC comme la spasticité, c'est-à-dire une raideur au niveau d'un membre qui a été touché. Donc, dans la douleur post-AVC, je vous avais dit, il y a des sous-types encore dans la douleur post-AVC. Donc, dépendamment du patient, le patient ne va pas rencontrer les mêmes douleurs. Donc, ça va du mal de tête à la chondrocalcinose. Vous allez me dire, c'est un mot compliqué, ne vous inquiétez pas, on va essayer de définir ce que c'est rapidement. Donc, le mal de tête, en fait, ça va c'est des céphalées, en fait. C'est des petits maux de tête. Et en fait, avoir des céphalées au début de l'AVC peut prédire qu'on en aura encore plus à 6 mois après l'AVC. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans la phase chronique.
de l'AVC. En fait, c'est environ 10% des personnes qui rapportent ces maux de tête-là. Et également aussi avoir des céphalées au début de l'AVC prédisent en fait une mortalité au bout de 30 jours. Je ne peux pas inquiéter, mais c'est les statistiques qui le rapportent. Souvent, le type de mal de tête qu'on rencontre, en fait, c'est les céphalées de tension. Donc, on a souvent on a des sensations de barre au niveau de la tête. Et parfois, en fait, on peut rencontrer des céphalées plus spécifiques, comme par exemple des céphalées chroniques qui sont dues à un AVC qui est spécifique à une artérite des cellules géantes. C'est vraiment des cellules spécifiques qu'on a au niveau du cerveau. Et quand il y a un AVC qui survient dans cette zone-là, on a des céphalées chroniques. On peut rencontrer des douleurs à l'épaule parce que du coup, on se rend compte, on a des faiblesses, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du côté qui a été affecté. Donc, il y a 2 mécanismes en fait qu'on rencontre pour cette douleur-là. Donc, ce sont l'épaule gelée, donc, qui est souvent due à des capsulites. Donc, l'articulation, elle est raide et elle fait mal donc, quand on bouge le bras. Ou alors, on a une subluxation de l'épaule, donc c'est-à-dire que les muscles deviennent faibles et donc l'épaule fait mal. Donc, c'est environ 25 à 50% des patients rapportent de la douleur à l'épaule. Et pour reconnaître cette douleur-là, elle est caractérisée par des symptômes, donc la sensibilité au niveau du supraépineux, au niveau de l'épaule, la sensibilité du biceps, la douleur à l'épaule lorsque le bras est en pronation, donc comme ceci, ou alors est en flexion, comme ceci. On a également la douleur qui est liée à la spasticité, donc à la raideur du bras ou de la jambe quand on a subi un AVC. Et en fait, c'est fréquemment observé après un AVC hémiplégie, donc un seul côté. Et l'AVC spécifique qui entraîne ça, c'est quand la voie qui conduit en fait l'information moteur est touchée. Donc, on parle de la voie pyramidale. Donc, on a une raideur lors de la flexion des membres supérieurs. Et au niveau des membres inférieurs, c'est quand on essaie d'étendre le pied ou la jambe qu'on rencontre cette raideur-là. Les douleurs peuvent aussi survenir en fait peut aussi avoir des spasmes spontanés douloureux et des crampes nocturnes. Et en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a une tendance à avoir un pic de douleur en fait quand on est dans la phase chronique de l'AVC, donc c'est-à-dire à peu près 6 mois après l'AVC. L'avant-dernier et non des moindres, c'est le syndrome de douleur régionale complexe qu'on appelle SDRC. Et en fait, il a plusieurs noms. On parle de dystrophie sympathique, réflexe, de syndrome épaule-main post-AVC. Et en fait, c'est une douleur qui persiste et en fait, elle est disproportionnée par rapport à la lésion qu'on a eue précédemment, la douleur. Et en fait, elle ne se limite pas seulement à un seul côté, en fait. Elle s'étend. Et en fait, on a plusieurs symptômes qui sont dans ce syndrome-là. Donc, on a la douleur, on a des œdèmes à la main, on a également des changements au niveau de la contraction et le relâchement des vaisseaux ou alors au niveau de nos récepteurs de sudation. Le dernier type de douleur, c'est la douleur centrale post-AVC. C'est cette douleur-là, en fait, qui touche principalement les patients ayant subi un AVC. Et en fait, cette douleur-là vient à la suite d'une lésion vasculaire des voies qui transmettent la douleur, donc au niveau du visage, du bras ou des jambes. Elle touche environ 8 à 30% des patients et se situe principalement dans 2 types de stades. Donc, le stade subaigu, donc environ 3 à 6 mois post-AVC et dans le stade chronique, donc 6 mois après l'AVC.
Ce type de douleur, en fait, se développe progressivement avec une augmentation de la perte sensorielle et une apparition de dysesthésie, c'est-à-dire on a des sensations de picotement, de fourmillement dans le membre, dans le visage ou dans la jambe. Elle se caractérise en fait par des douleurs soudaines, brèves et intenses qui sont accompagnées de sensations de brûlure ou d'une douleur fulgurante. Donc, c'est-à-dire que même quand vous allez prendre une gourde ou votre tasse, en fait, vous ne pourrez pas tellement vos doigts, vos mains vous feront mal, donc ce serait impossible d'attraper la gourde. J'ai rencontré une patiente en fait qui, elle, mettait des gants pour pouvoir attraper quelque chose, mais même avec des gants, c'était compliqué pour elle. Donc, dans cette douleur-là, on a encore des sous-catégories. Je vais passer brièvement. On parle de douleurs constantes, de douleurs paroxytiques, d'hyperalgésie ou d'allodynie. Et en fait, dépendamment de l'endroit aussi où on a subi l'AVC, ça a une influence sur le type de douleur centrale post-AVC qu'on peut rencontrer. Bon, j'ai fini de parler brièvement un peu trop longtemps, je pense, des différents types de douleurs. De ce qui en est de la prise en charge, la douleur chronique n'est soulagée en fait que par des thérapies multimodales. Donc, comme mon collègue l'a dit, la première ligne de traitement, c'est les médicaments. Et le soulagement, en fait, il est seulement transitoire car on ne connaît pas vraiment le processus pathologique qui sous-tend souvent les douleurs qu'on a. Donc, la première ligne de traitement, c'est vraiment les traitements pharmacologiques. Donc, on donne vraiment tout ce qu'on peut aux patients, donc les analgésiques, les anti-inflammatoires, les antispasmodiques, les inhibiteurs de la recapture, les antiépileptiques. Ils font aussi souvent aux patients des blocs nerveux. Donc, on fait des injections pour essayer de bloquer la douleur. Mais comme on vous l'annonçait au début, moi, j'ai travaillé vraiment sur les technologies de la santé. Donc, moi, je ne suis pas friande du tout de tout ce qui est pharmacologique. Donc, moi, je préfère vraiment tout ce qui est traitement non pharmacologique. Donc, par exemple, pour les douleurs de l'épaule, on va essayer de mettre des écharpes ou des sangles aux patients. Pour la jambe, on va mettre des orthèses. On va demander aux patients de faire des étirements. Il y a des techniques d'exercice, de mobilisation qui suivent vraiment les recommandations de l'American Stroke Association. On essaie aussi de faire des thérapies. On parle de thérapie de miroir, comme pour les patients qui ont des douleurs du membre fantôme. On essaie de faire cette thérapie-là où on essaie de mettre le patient sous hypnose. Il y a également l'acupuncture. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est les traitements, tout ce qui touche à la neurostimulation. Donc, on vient stimuler le cerveau. Et en fait, on a vu que pour le traitement de première ligne, donc les médicaments, tout ce que j'aime pas, il y a seulement environ 30 à 40% des patients qui répondent la plupart du temps contre la douleur. Et en fait, il y a donc les techniques de neurostimulation qui ont été mises en fait de l'avant depuis les années 60 en fait pour soulager en fait la douleur chronique. Donc, parmi ces techniques, il y a la stimulation électrique transcutanée, donc le TENS. On utilise aussi également la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Donc, c'est un peu cet appareil-là qu'on vient poser au niveau du cortex moteur pour venir envoyer des impulsions de manière répétée pour essayer de soulager la douleur. Ou alors, il y a la stimulation transcrânienne à courant continu. C'est cet appareil que vous voyez ici. Donc, c'est des électrodes qu'on vient vraiment poser au niveau du cortex et du front pour envoyer également des stimulations pour venir soulager. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé actuellement, mais malheureusement, ou je ne veux pas dire malheureusement, certes, ils sont efficaces, mais ils ne sont pas efficaces à 100%. Parce que à cause des os du crâne, de l'épaisseur du crâne, on est tous différents d'un individu à l'autre. En fait, le courant n'est pas à 100% envoyé dans la zone qu'on vise. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon projet de mémoire. Et en fait, moi, je viens faire une stimulation non invasive des nerfs crâniens. Donc, moi, je viens, avec cette électrode, stimuler au niveau de la langue. Pourquoi au niveau de la langue? Parce que je viens vraiment chercher les nerfs crâniens, parce que comme mon collègue Mathieu l'a dit tantôt,
la zone, en fait, où se passe la modulation de la douleur, c'est vraiment au niveau du tronc cérébral. Et en fait, on a vu qu'il y avait des afférences qui partent des nerfs crâniens et qui va vraiment converger dans cette zone-là. Donc, moi, c'est une nouvelle approche que je tente de comprendre, tente d'utiliser et de voir si ça fonctionne. Donc, en fait, on va dépolariser donc, les nerfs crâniens qui sont au niveau de la langue et on va envoyer des impulsions en fait, qui vont voyager directement vers le tronc cérébral pour venir en fait, moduler toutes les structures qui sont impliquées dans la douleur. Cette technique-là, elle est encore en exploration. Elle a été utilisée pour tout ce qui est marche et équilibre chez les patients qui ont eu un AVC. Donc, moi, maintenant, je vais regarder au niveau de tous ceux qui ont, tous les patients qui ont eu des problèmes au niveau de leurs membres supérieurs et pouvoir aussi, si en ayant de la douleur au niveau du membre supérieur, si ça fonctionne également. Et en fait, j'aime bien ce projet parce que les impulsions en fait, qu'on envoie ressemblent à, on va dire, ça a des sensations de bonbons pétillants qu'on met sur la langue. Donc moi, c'est comme ça que je vends mon projet à mes patients. Donc, je vais vous mettre des bonbons pétillants sur la langue et on va envoyer pendant 20 minutes des impulsions électriques au niveau du tronc cérébral. Et moi, je vais faire en fait des tests de douleur avant et après la stimulation et donc voir ce qui se passe chez ces patients-là. Donc, le projet est encore en cours, je n'ai pas encore les résultats, mais c'est un projet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Et étant friande de tout ce qui est technologie, j'espère que ça va marcher. Et vu que je ne suis pas fan des traitements de première ligne, médicamenteux et tout, donc on verra si mon projet est par la suite prometteur. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maureen. Vraiment, vous faites les deux font la paire, comme on dit. C'est très, très intéressant d'entendre, de vous entendre chacun de votre côté. Alors, moi, je vais procéder à l'arrêt de l'enregistrement et ça va être la période de questions pour le public. Un simple rappel toutefois avant, c'est que, évidemment, vous l'avez vu, ce sont deux